Alors, dans le dernier paragraphe de ce chapitre, nous allons définir une nouvelle notion qui est compliquée, mais qui est vraiment centrale pour l'étude des matrices, et donc pour l'étude des différents objets en algèbre linéaire, c'est la notion de déterminant. Donc, on va se concentrer sur l'aspect calculatoire, comment on calcule un déterminant, et on va voir que c'est des règles de calcul qui sont nouvelles et un petit peu compliquées, donc il va falloir vous entraîner et acquérir toutes ces règles de calcul. Donc, le cadre, on fixe n un entier naturel non nul, et on veut étudier des applications, donc ça c'est la partie théorique sur laquelle on va aller assez vite, qui a une matrice associe un scalaire. Donc on en a déjà vu une, c'était la trace. Ici on va en voir une nouvelle, c'est le déterminant, et attention, ces deux applications n'ont vraiment absolument pas les mêmes propriétés. Donc il ne faudra pas confondre la trace et le déterminant. Alors ces applications, on va les voir comme agissant sur les colonnes de nos matrices. Donc c'est-à-dire qu'on va identifier une matrice carrée avec le n-uplet de ces matrices colonnes. Donc on se fait comme si mn de k c'était mn1 de k puissance n. Donc là il y a une petite erreur, c'est k avec deux barres ici. Et donc l'image de A par l'application f, soit on notera f de A quand on voit A comme une matrice, soit on notera f de C1 jusqu'à Cn quand on voit A comme une liste de colonnes. Alors on va se donner différentes propriétés que peuvent vérifier ces applications f. Donc la première propriété, c'est d'être multilinéaire. Donc c'est celle-là qui est un petit peu difficile puisqu'on a l'habitude de la linéarité. Ici, c'est la multilinéarité. Donc on dit que f est multilinéaire si f est linéaire par rapport à chaque colonne de nos matrices. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous fixez un entier j, donc qui est un numéro de colonne, eh bien si vous fixez ensuite toutes les colonnes sauf la jm, eh bien l'application qui a x associe votre application f où il n'y a que la jm colonne qui varie, et bien ceci est une application linéaire. Donc j'ai dit forme linéaire, puisque à une matrice colonne, vous associez un scalaire. Donc c'est pas globalement linéaire, c'est-à-dire que f de a plus b, ça ne fait pas f de a plus f de b. Donc c'est là que la différence est fondamentale avec la trace, parce que la trace était linéaire. Ici c'est multilinéaire, c'est-à-dire que c'est que linéaire par rapport à chaque colonne. Mais malheureusement, f de a plus b, ça ne fera pas f de a plus f de b. Alors, deuxième propriété, c'est la propriété d'être antisymétrique. Alors, antisymétrique, ça veut dire que si j'échange deux colonnes, je dois mettre un signe moins. Donc ça s'écrit, si je prends deux indices i et j qui seront des numéros de colonne, indices que je suppose distincts, et bien si je passe de la matrice où il y a ci et cj, et je les échange, donc là j'ai cj et ci, et bien les valeurs que prend f sont opposées, c'est-à-dire qu'il y a un moins devant. Donc échanger deux colonnes, ça mettra un signe moins. Troisième propriété que je peux définir, c'est le fait d'être alterné. Donc alterné, si j'ai deux colonnes qui sont égales, eh bien f de a est égal à 0. Donc ça s'écrit pour tout indice i et j qui vont être des numéros de colonnes. S'ils sont distincts et si la colonne ci est égale à la colonne cj, eh bien f prend la valeur 0, quelle que soit la valeur des autres colonnes. Donc voilà, j'ai défini trois propriétés, multilinéaire, antisymétrique et alterné. Donc propriétés qui ne sont absolument pas vérifiées, je le répète une dernière fois, par la trace. Donc la trace, on va l'utiliser, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais tout de suite. Alors, première chose qu'on peut voir, c'est qu'elles sont liées, ces propriétés. Donc si je suppose que f est multilinéaire, eh bien antisymétrique et alterné, c'est équivalent. On va démontrer ça. Ça fait un premier exercice où on manipule ces règles de calcul un peu difficiles. Donc je me donne une application multilinéaire de mn de k dans k. Je la suppose antisymétrique, c'est-à-dire quand j'échange deux colonnes, je dois mettre un signe moins. Et je vais montrer qu'elle est alternée. Alternée, c'est-à-dire que quand j'ai deux colonnes égales, elle prend la valeur 0. Donc, je fixe, je me donne des matrices colonnes, quelconques, et je suppose qu'il existe deux indices distincts, tels que la colonne CI est égale à la colonne CJ. Donc en fait, je me donne des matrices colonnes quelconques,
et il y en a deux d'entre elles qui sont égales. Eh bien, comme CI égale CJ, si je les échange de place dans ma matrice carrée, j'obtiens la même matrice, puisque ces deux colonnes étaient égales. Donc si j'obtiens la même matrice, l'application F prend la même valeur. Donc que j'applique F à la matrice comme ceci, ou F à la matrice où j'ai échangé CI et CJ, je vais obtenir la même valeur, puisque j'applique F à la même matrice. Mais alors j'ai supposé que F était antisymétrique. Donc normalement quand j'échange deux colonnes, ça met un signe moins. Et bien donc en égalisant ces formules, j'obtiens que ceci est égal à moins lui-même, donc ce nombre est nul. Et donc j'ai bien montré que F prenait une valeur nulle. Et donc ceci prouve que F est alterné. Alors la réciproque, cette fois je la suppose alternée, je veux la montrer antisymétrique. Donc je me donne des matrices colonnes quelconques, et je me donne deux indices distincts. Et je veux montrer que quand je vais échanger les colonnes CI et CJ, F va prendre une valeur opposée. Alors, ce que je remarque, c'est que CI plus CJ c'est égal à CI plus CJ. Bon, ça c'est évident. Donc, si j'applique F à la matrice qui est formée des colonnes C1 jusqu'à Cn, sauf qu'en IM position, je mets CI plus CJ, et en JM position, je mets CI plus CJ. Donc là, j'ai une matrice avec deux colonnes égales. Donc comme F est alterné, elle prend la valeur 0. Alors c'est là que ça va se compliquer, c'est que je vais pouvoir utiliser que c'est multilinéaire. Donc je suis allé doucement. Ici j'utilise que c'est linéaire par rapport à la IM variable. Donc je peux couper en deux termes. Ça fait F, alors tout est conservé, sauf ce terme où je ne garde que CI. Plus F où tout est conservé, sauf ce terme où j'utilise CJ. Donc là je l'utilisais que c'était linéaire par rapport à la IM variable. Donc j'obtiens ça. Et ensuite, j'utilise que c'est linéaire par rapport à la JM variable. Donc là, je coupe en deux, et là, je coupe en deux, j'obtiens quatre termes. Donc ici, j'ai tout conservé, et là, j'ai mis CI. Ici, j'ai tout conservé, mais j'ai mis CJ. Ici, pareil. Bon. Donc j'obtiens ces quatre termes. Alors, ces quatre termes, j'ai CI, 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 CJ, CJ, CI, et CJ, CJ. Alors, comme j'ai supposé que F était alterné, ce terme est nul puisque j'ai deux fois la même colonne. Ce terme est nul puisque j'ai deux fois la même colonne. Donc j'obtiens que ce terme, c'est l'opposé de celui-ci. C'est ce que j'ai écrit là. Et bien ça tombe bien, c'est ce que je voulais montrer. Donc comme c'est vrai pour toutes les matrices colonnes, ça prouve que notre application F est antisymétrique. Et donc par double implication, notre équivalence est démontrée. Voilà, donc on a trois propriétés. Et en fait, quand on a supposé que F était multilinéaire, antisymétrique et alterné, c'est équivalent. Alors, je veux m'intéresser à des applications qui sont donc les trois en même temps, multilinéaires, antisymétriques, alternés. Alors, il se trouve que il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a en fait qu'une à une constante près. Alors, c'est le théorème suivant, qui est un théorème très abstrait, qui en plus on ne peut pas démontrer, mais qu'on va admettre. Donc, il dit qu'il existe une unique application de Mn de K dans K, qui est multilinéaire, antisymétrique, et pour avoir l'unicité, j'impose que pour l'identité, F prend la valeur 1. Donc j'ai pas écrit qu'elle était alternée, mais d'après la proposition 33, si elle est multilinéaire et antisymétrique, elle est alternée. Donc elle va être multilinéaire, antisymétrique, alternée. Et si je veux que pour l'identité ça vaille 1, il n'y en a qu'une seule possible. C'est ce qu'on va appeler le déterminant d'une matrice. Donc on a une définition abstraite, c'est-à-dire que le déterminant, on n'a pas de formule, mais on sait que pour l'identité ça vaut 1, et puis on a des règles de calcul ici, multilinéaire, antisymétrique, alterné. Donc on va essayer de se débrouiller avec ça. Alors je sais de base calculer le déterminant de l'identité, et grâce à ces règles de calcul très compliquées, mais qui sont quand même utilisables en pratique, je vais savoir calculer le déterminant de n'importe quelle matrice. Donc c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire
dans cette fin de chapitre. Donc, la définition du déterminant. Si je prends A une matrice carrée, donc attention, le déterminant c'est que pour des matrices carrées. Ce qu'on appelle déterminant de A, c'est le scalaire f de A, où f est la fonction donnée par le théorème précédent. Donc je n'ai pas de formule. Par contre, j'ai des notations. Donc si je prends A une matrice, donc ici je vois une erreur, c'est que je dois prendre une matrice carrée. Donc il faut prendre P égale N, ici. Donc une matrice, ça se note comme ça, entre parenthèses. Et bien le déterminant, ça se note soit det de A, donc ça c'est la façon la plus rapide, mais on ne voit plus les coefficients. Ou sinon, vous voyez qu'on prend la même notation comme ça, mais au lieu de mettre des parenthèses, on met des barres verticales, comme pour la valeur absolue. Donc s'il y a des parenthèses, c'est une matrice. S'il y a des barres verticales, c'est un nombre. C'est ce qu'on appelle le déterminant. Donc ici, pareil, il faut remplacer la lettre P par la lettre N. Alors, c'est un peu frustrant d'admettre ce résultat, donc on va quand même le démontrer pour n égale 2. Et comme ça, on va obtenir une formule pour le déterminant pour les matrices de 2. Et ça permettra de donner quelques exemples en début de chapitre, en début de paragraphe, pour un petit peu illustrer tous les résultats. Donc voyons voir la démonstration du théorème 34 pour le cas n égale 2. Donc bon, pour démontrer qu'il existe une unique application telle que ce qui est demandé, on va raisonner par analyse-synthèse. Donc dans la partie analyse, on suppose qu'il existe des applications qui vérifient ce qu'on veut, et on s'en donne une. Donc on prend f de m2 de k dans k, qu'on suppose multilinéaire, antisymétrique, et pour l'identité, elle prend la valeur 1. On va essayer de calculer l'image par f de n'importe quelle matrice. Alors pour cela, on introduit ces deux matrices colonnes, 1, 0 et 0, 1, qu'on appelle E1, E2. Donc c'est la base canonique de M2,1 de K. Alors si je prends une matrice quelconque carrée d'ordre 2, je peux la noter comme ça, ABCD. Et il faut se rappeler que là on raisonne colonne par colonne. Donc la première colonne de A, c'est AC. Eh bien je vois que ça fait AE1 plus CE2. Et la deuxième colonne de A, c'est BD. Ben, je vois que ça fait BE1 plus DE2. Donc quand je calcule F de la matrice A, et que je décompose A en colonne, ça fait F de AE1 plus CE2, virgule BE1 plus DE2. Et là, maintenant, j'utilise que c'est multilinéaire. Alors quand il n'y a que deux variables, on peut dire bilinéaire. Mais bon, l'étude précise n'est pas trop au programme en PCSI. Alors là, je suis encore allé doucement parce qu'on est au début. J'utilise d'abord que c'est linéaire par rapport à cette première variable. Si vous voulez, ça on ne le regarde pas, on va le laisser tel quel. Donc ici, si c'est linéaire par rapport à la première variable, ça fait A f de E1 plus C f de E2. Et puis je rajoute ça. Je sépare en deux. Et ensuite, j'utilise que c'est linéaire par rapport à la seconde variable. Donc j'obtiens ces quatre termes. Et donc, comme f elle est multilinéaire antisymétrique, on a montré qu'elle était alternée. Donc f de E1, E1, ça fait 0, et f de E2, E2, ça fait 0, parce que j'ai deux colonnes égales. Donc il me reste que ces deux termes. Mais alors, f de E1, E2, bah, si j'écris E1, E2 côte à côte, ça fait l'identité, et je supposais que f de l'identité c'était 1. Donc ça, je sais le calculer. Et ensuite, f de E2, 1, bah, j'utilise que f est antisymétrique. Donc si j'échange deux colonnes, ça met un signe moins. Et ici, on vient de le voir, f de 1, E2, ça fait 1. Donc f de E2, 1, ça fait moins 1. Et donc si je remplace, ça fait 0 plus AD fois 1 plus BC fois moins 1 plus 0. Donc j'ai trouvé que l'image par f d'une matrice ABCD, c'est AD moins BC. Et donc il n'y a qu'une seule application possible, si elle existe, c'est l'application qui a une matrice ABCD associe le scalaire AD moins BC. Donc on a montré que si f existe, alors elle est unique. Donc la synthèse, eh ben, on regarde cette application qui va de M2 de K dans K, qui a ABCD associé à AD moins BC.
Alors on vérifie assez facilement qu'elle est multilinéaire, qu'elle est antisymétrique, et que pour l'identité ça fait 1. Donc ça je vous laisse le vérifier en exercice. Donc on a montré que f existe. Et donc conclusion de l'analyse synthèse, c'est que f existe et qu'elle est unique. Alors le cas général, c'est où n est un entier naturel, plus grand que 2. Donc là, conformément, c'est admis en PCSI, puisque ça demande des notions sur les permutations qui sont très compliquées et qui sont vraiment très très longues à démontrer. Alors si je vous ai fait la démonstration, c'est donc qu'on sait calculer le déterminant d'une matrice carrée de 2, c'est AD moins BC. Donc là, vous retrouvez une formule que vous avez vue en seconde, qui vous permettait de dire si deux vecteurs sont colinéaires, en calculant le déterminant, il fallait trouver 0. Bon bah là, on s'en approche tout doucement, on sait déjà calculer le déterminant d'une matrice de 2. C'est AD moins BC. Alors malheureusement, on verra que pour les matrices de taille plus grande que 2, on n'a pas du tout de formule, ça devient extrêmement compliqué. Alors là, je viens de démontrer en fait la proposition 36, le déterminant dans M2 de K. Donc si on prend 4 scalaires et qu'on forme une matrice, on a vu que le déterminant, ça se notait comme ça avec des barres verticales, donc c'est AD moins BC. Alors il y a une interprétation géométrique du déterminant qu'on ne va pas démontrer parce qu'on ne fait pas de géométrie en fait, mais qu'on va quand même expliquer. Alors si je prends deux vecteurs du plan, donc là je suis en dimension 2, je suis dans R carré, et si j'appelle P le parallélogramme qui est construit sur les vecteurs U et V, eh bien je vais définir ce qu'on appelle son aire algébrique. Alors l'aire algébrique, c'est l'aire avec un plus ou un moins. Donc on met un plus si l'angle UV est entre 0 et pi, c'est-à-dire c'est un angle aigu. Et on met un moins si c'est un angle obtus. Attention, c'est des angles orientés. UV, c'est moins l'angle VU. Eh bien, on peut démontrer que le déterminant des vecteurs de la matrice construite à partir des vecteurs U et V, donc x, y, x', y', correspond à l'aire algébrique de ce parallélogramme. Et donc, si le déterminant est nul, c'est que le parallélogramme a une aire qui est nulle, ce qui n'est possible que si les vecteurs sont colinéaires. Donc là, on retrouve le résultat de seconde. Alors bien sûr, on ne l'a pas vraiment démontré, ce sera fait plus tard, mais ça donne une représentation intuitive de cette notion de déterminant. C'est une aire, donc si elle est nulle, c'est que les vecteurs étaient colinéaires. Alors c'est vrai en dimension 3, si je prends 3 vecteurs de R cube U, V, W, cette fois je ne construis pas un parallélogramme, mais je construis ce qu'on appelle un parallépipède. Donc c'est une sorte de brique comme un Lego, mais où les côtés ne sont pas perpendiculaires. Donc ils sont parallèles, ça s'appelle un parallépipède. Et bien son aire algébrique, c'est le déterminant de la matrice construite avec mes 3 vecteurs en colonne. Donc, encore une fois, si ce déterminant est nul, c'est que votre parallépipède a une aire nulle. Donc ça, ce n'est possible que si vos 3 vecteurs sont coplanaires. Donc, ça donnera une interprétation du déterminant, ça permettra de savoir si 3 vecteurs sont coplanaires. Et donc, on peut dire que le déterminant généralise la notion d'aire algébrique en dimension quelconque. Bon, là, on a fait pour 2 et 3, après, on peut plus le représenter. Donc après, on verra les règles de calcul, mais on va s'arrêter là.